C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, le brevet d'études du premier cycle a livré son verdict. Taux de réussite au plan national, 60,50%. Le Borgou prend la tête avec son 14,46% et renverse ainsi le plateau. Descente du préfet de l'Atlantique dans le marché d'Alada et certaines boutiques. Il a procédé au contrôle des prix. Plusieurs tenanciers sont convoqués pour non-respect de la consigne du gouvernement. Et puis, fin de séjour sur une note touristique. Les membres de l'Association des hautes juridictions des pays ayant en partage l'usage du français étaient à Ouida. Ils sont allés à la découverte de cette ville vestige. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le préfet de l'Atlantique était au marché d'Alada et dans certaines boutiques de vente de ciment et autres produits de première nécessité. Il est allé s'assurer du respect des prix fixés par le gouvernement pour atténuer les peines des populations. À l'arrivée, plusieurs tenanciers sont convoqués. William Akiar et Wenceslas Awaïmo. Des clients particuliers dans ce dépôt de vente de ciment. À la vue de ces hôtes spéciales, la tenancière des lieux a très vite rabattu ses portes pour éviter tout contact avec la délégation. Tentative échouée, elle est rappelée sur ses pas. Une démarche suspecte qui pousse à la curiosité. Sur place, plusieurs irrégularités constatées par la délégation. La dame, en nous voyant venir, a fermé ses portes parce qu'elle se reproche certainement quelque chose. Et lorsque nous avons commencé, vous avez vu, les prix qui devaient être donc mentionnés, placardés sur la porte, nous n'avons pas vu donc ces prix-là. Ça pose un problème. Elle n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de nous sortir dans ces archives une seule facture normalisée. De graves irrégularités au regard de la loi qui lui ont valu une convocation délivrée sur place. Un peu plus loin, le constat semble être acceptable. Prix affiché, facture délivrée, pas de frais de manutention. C'est étonnant que nous soyons au niveau de ce dépôt et qu'on ait constaté tous qu'ils respectent les conditions et les règles fixées par l'arrêté plafonnant le prix du ciment. Nous osons croire que vos allégations sont en phase avec les pratiques qui ont cours ici. En tout cas, nous allons renforcer et intensifier les contrôles dès aujourd'hui. Même réalité ici, l'un des rares points de vente qui reçoit les lauriers de la délégation. Il faut avouer que c'est dans cette boutique que nous voyons que le propriétaire donc a respecté vraiment les mesures prescrites par le gouvernement. Dans le marché d'Alada, c'est l'envers du décor. Le non-respect des dispositions légales semble être la norme. Pas de prix affichés, conséquence, les prix de bidons d'huile, de sacs de farine de blé varient d'une boutique à une autre. Avec à la clé, l'absence totale de toute formalité administrative. Autant le dire, ici, l'informel règne en maître. Tous sont convoqués par l'autorité préfectorale pour une séance de travail, l'ultime avant la répression. Comme le préfet de l'Atlantique, une équipe de contrôle de la direction départementale Ouémé Plateau de l'industrie et du commerce était sur le terrain. Elle a sillonné quelques dépôts de vente de ciment de la commune de Sémépoji. Voici le constat avec Calvador Aronou et Nathalie Doris Oulabi. En soutien aux populations face à la flambée des prix des produits de grande consommation, le gouvernement du Bénin a fixé le prix de vente du ciment à 74 000 francs CFA la tonne dans le département de l'Ouémé. Un contrôle dans quelques dépôts de vente de la commune de Sémépoji a permis de constater que la mesure du gouvernement est bel et bien respectée, même si c'est avec quelques désagréments au dire des vendeurs. Je dis à mes collègues qui vendent ciment comme moi de vouloir bien respecter les prix qu'on nous a demandé de faire. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on ne gagne pas beaucoup. Mais le tout petit peu qu'on gagne là, Dieu va nous bénir ça. Le ciment est à 74 000, mais ça ne donne plus comme avant. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a fixé le prix.
Donc il faut aussi respecter le gouvernement. Les commerçants indélicats, qui pour leurs intérêts continuent de pratiquer un prix autre que celui fixé, ont simplement vu leur point de vente mis sous scellé. Malgré nos multiples séances de sensibilisation, nos rappels et tout, il n'y a que quelques commerçants véreux qui s'obstinent à nous écouter et qui font toujours à leur tête. Donc c'est ceux-là que nous avons aujourd'hui pris en charge. Nous avons été obligés de passer à la fermeture de ces dépôts-là pour leur dire et leur rappeler que nous sommes dans un état de droit. Je voudrais encore saisir cette occasion pour dire aux autres commerçants tapis dans l'ombre, dans les coins et recoins, et qui font toujours à leur tête qu'ils en feront pour un temps donné. Et que le jour où nous, agents du ministère du Commerce, nous allons mettre la main sur eux, nous allons les décourager avec la dernière rigueur conformément aux tests de la République. Par cette action, le gouvernement entend mener une lutte contre le non-respect des mesures prises pour soulager les peines des populations. Le salon de l'entrepreneuriat numérique et de l'intelligence artificielle a pris fin à Cotonou. 3 jours de débats, panels et démonstrations à travers une exposition des talents de l'écosystème du numérique. Pour le président du comité d'organisation, cette première édition est plutôt réussie. Gaspard Datondi est ici au micro de Rebecca Kinjandé. Ce qu'il faut retenir, c'est que la route pour le développement de l'intelligence artificielle au Bénin, elle est tracée. Et le Bénin se veut être leader. Et tout témoigne de ce que la volonté politique est forte, tout témoigne de ce que l'arsenal nécessaire est en train d'être mis en place pour faire du Bénin un leader en matière de l'intelligence artificielle et de toutes les autres technologies comme la blockchain, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas qu'un salon intellectuel. Ce n'est pas qu'un salon intellectuel dans la mesure où on a eu beaucoup de stands d'entreprises innovantes qui ont des solutions dans l'agriculture, des plateformes d'accompagnement des entrepreneurs, des plateformes qui encouragent à utiliser les bénéfices, les outils de l'intelligence artificielle. Donc les participants ont profité pour visiter ces stands et la ministre également a fait un tour des stands pour s'enquérir de ce que l'écosystème du numérique a comme valeur ajoutée à apporter au domaine de l'intelligence artificielle, poser également des questions. Je pense que les rideaux sont en train de tomber et nous commençons déjà à faire le bilan et jeter les bases pour les prochaines éditions du CENIA. Et il faut dire qu'au cours de ce salon, l'état des lieux de l'intelligence artificielle en Afrique et au Bénin a été un des grands panels. Nos reporters Rebecca Kinjandé et Bénédicte Bossou ont interrogé quelques participants. Ils donnent ici leurs impressions. Le panel sur lequel j'étais, c'était celui qui faisait l'état des lieux de l'intelligence artificielle aujourd'hui en Afrique et particulièrement au Bénin. Ce qu'on peut souligner, c'est qu'il y a une émulation autour de l'intelligence artificielle en Afrique aujourd'hui, dans le domaine de l'agriculture. Il y a des belles choses qui sont faites au Kenya, au Nigeria, au Bénin également. Dans le domaine de la santé, il y a des belles initiatives qui sont aujourd'hui en cours. Et l'état des lieux qui a été dressé hier, c'était que quand les sujets sont bien abordés et que les cas d'usage sont bien précisés, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un levier d'accélération de la transformation digitale. Sur ce panel, il y avait été question aussi de discuter de la gouvernance de l'IA. Et d'ailleurs, le plan stratégique du ministère du numérique et de la digitalisation sur l'intelligence artificielle vient souligner justement un certain nombre d'aspects autour de la réglementation, autour de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Cadre essentiel d'ailleurs. Le CENIA, c'est une belle opportunité. Franchement, c'est une très belle opportunité. Là, je vois ici des entrepreneurs de tous bords, de tous secteurs, qui s'intéressent à une question cruciale, qui fera la transformation digitale de demain. Le CENIA a été une organisation, à mon sens, parfaite. À bien des égards, une organisation qui montre que le Bénin peut faire une démonstration de force à l'échelle internationale parce qu'on voit les acteurs on va dire, institutionnels, on voit les entreprises, on voit des gens qui sont capables de financer ce genre d'initiative. Et on a toutes les thématiques qui sont abordées au sein du CENIA. Donc pour moi, c'est une expérience juste merveilleuse. Il faut la continuer d'ailleurs. Le CENIA, c'est vraiment génial. C'est un élément qui nous montre que tout ceci intéresse vraiment nos décideurs. Et ça nous permet de voir aussi ce qui se passe au niveau de la stratégie. C'est aussi un cadre pour voir qu'on a quand même une vision qui se dessine de plus en plus.
Et lorsqu'on voit l'ensemble des acteurs qui participent aussi bien, on est très heureux. On a des chercheurs, on a des entrepreneurs, on a des curieux et on a les décideurs également. Donc c'est vraiment le cadre idéal pour échanger et pour sortir des choses concrètes, utiles pour le développement. Hier, 9 juillet, c'était la journée internationale de la destruction des armes légères et de petit calibre face aux conséquences de la prolifération de ces armes sur tous les continents. L'Organisation des Nations Unies s'investit à les détruire. Ghislain Poguet. Ces armes légères et de petit calibre. Aujourd'hui, 9 juillet, journée internationale de la destruction des armes légères. La journée est lancée par l'Organisation des Nations Unies en 2001. Qu'est-ce qu'une arme légère? Un Colt 1911. À moins de 100 mètres, elle donne la mort. Une arme légère, telle que le AK-47, capable d'être portée, transportée et utilisée par un seul individu, sans que l'utilisation d'un support, tel un trépied, soit indispensable. La catégorie des armes individuelles, comme les pistolets mitrailleurs, les fusils à pompe, les fusils d'assaut, les fusils de précision. Les Nations Unies luttent contre ces armes parce qu'elles sont devenues un fléau mondial. Le commerce illicite des armes et de leurs munitions cause des ravages partout dans le monde. Des bandes terroristes défient des États. Des rebelles attaquent des casques bleus et des civils. Sur tous les continents, les armes légères non contrôlées posent des problèmes durables de sécurité, de paix et de développement. La plupart des conflits sont menés aujourd'hui essentiellement avec des armes légères. Mais les actions des Nations Unies et des différentes instances allant dans le sens de la destruction des armes légères donnent des résultats, même si on est encore loin du compte. 164 millions de munitions, près d'1 million d'armes légères et de petit calibre et plus de 16 millions d'armes à sous-munitions sont détruites à ce jour. Les membres de l'Association des hautes juridictions des pays ayant en partage l'usage du français ont bouclé leur session à Cotonou sur une note touristique. Ils étaient à Ouida, la ville vestige écho de leur visite touristique avec Ola Rodrigue Babaguito et Bernol Diogwe. Un accueil aux sonorités traditionnelles pour des visiteurs autodidactes. La mairie de Ouida est la première étape de cette journée touristique, une journée inoubliable pour ces hauts magistrats, désormais ambassadeurs de la ville historique. On les a distingués parce qu'on voudrait qu'en partant chez eux, qu'ils gardent dans leur cœur Ouida et qu'ils reviennent à nouveau à Ouida. Ouida est fier de recevoir cette délégation. Et pour une réussite de la mission qui leur est confiée, ces ambassadeurs vont prendre contact avec l'histoire et les vestiges du passé de la ville. Au temple des Pitons, rencontre avec une divinité du terroir qui laisse des sensations de transformation. Je me sens tellement grand, je me sens immense, je me sens béni. Je ferai plus d'enfants, j'aurai plus de champs, j'en épouserai encore d'autres. Et pourquoi pas un destin de président, je finirai dans mon pays et je vais annexer le Dahomey. Cap ensuite sur la route de l'esclave pour une autre expérience des plus inédites, une randonnée sur le parcours des bras valides du Dahomey arrachés à leur terre pour être vendus comme esclaves. De la place aux enchères à la porte du non-retour, en passant par le mémorial Zomachi, la case Zomaï, l'histoire est narrée dans les moindres détails. C'est un récit absolument qui est tout à fait bouleversant. Et je dois dire que le mémorial qu'on a vu ici est vraiment... je veux dire que ce qui a été fait ici pour rappeler, c'est vraiment formidable. Je veux dire que je remercie la délégation de m'avoir amené ici. Et pour moi, c'était aussi une expérience très bouleversante. Et il faut absolument que les générations futures puissent voir et comprendre les torts qui ont été faits un jour et que ça ne doit plus jamais se reproduire. Devant la porte du non-retour, le récit du guide pousse le grand sage de la délégation à un devoir de mémoire. Dans ses souvenirs, une mission officielle sur le Brésil avec une quarantaine de chefs vaudous du Bénin. Lorsque la quarantaine de chefs vaudous du Bénin a pris son premier contact avec le Gandandomblé de Salvador de Bahia, c'est-à-dire le couvent des féticheurs au Brésil, je vous assure, mesdames et messieurs, ils n'ont pas eu besoin de traducteurs. Extraordinaire. Mieux,
des fétiches ont disparu au Bénin, mais que nous avons retrouvés là-bas, au Brésil. Ces magistrats venus des hautes juridictions de cassation de tout l'espace francophone mondial ont vu, ont entendu et diront sans doute les richesses de Ouida, une merveille du Bénin. Écho de la Tabaski à présent. Les fidèles musulmans de Parakou ont célébré cette fête, encore appelée fête du mouton. Ils étaient des centaines à rallier la place Idi du Cardet pour la grande prière. Olviga Messan et Enoch Rompati. Allah Akbar, Dieu le plus grand. En ce jour béni de la Tabaski, ces fidèles musulmans de la ville de Parakou réaffirment cette grandeur à la face du monde. L'imam a proclamé d'abord la grandeur et la pureté d'Allah, notre Seigneur, et il a remercié, il a attesté qu'il n'y a pas de divinité en dehors de lui et qu'il n'a pas d'associé. Et il a remercié de nous avoir donné ce grand jour. Parés de leurs plus beaux habits et chapelets en main, ils ont prié pour que le Bénin se porte mieux que jamais. Il a demandé à Dieu de protéger notre pays, de l'éloigner de tous les fléaux, surtout de la menace terroriste. On ne peut que remercier Dieu Tout-Puissant et qui nous a permis de voir ce jour. Et nous profitons de l'occasion pour souhaiter bonne fête aux musulmans et aux musulmanes. Et nous profitons de l'occasion pour confier les autorités de ce pays à Dieu. Et ce que nous allons demander à nos frères, c'est de fêter dans la joie et la modération. Jour de Tabaski, jour d'immolation de moutons. En présence des fidèles, l'imam donne le top et la fête peut commencer dans chaque ménage. Les fidèles musulmans de Kandi ont aussi marqué leur devoir spirituel. Ils étaient nombreux à la grande place Idi de leur ville pour la prière du sacrifice. Ernest Tétégou et Bertin Adimi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah le Tout-Puissant, miséricordieux et grand, infiniment grand et digne d'être adoré. À la grande place Idi de Kandi, les fidèles musulmans le proclament et le confessent en chœur sous l'autorité de Idrissou Sabi Gado, l'imam central de la ville. L'accent a été mis sur l'aspect partage, l'aspect cohésion et puis surtout la paix. Dans le département de la Liborie, cette paix a été quelque peu écornée ces derniers temps. En mémoire des éléments des forces de défense et de sécurité ayant perdu la vie dans l'exercice de leur mission régalienne, on a également prié. Pieuse pensée pour ceux qui sont tombés dans ce cadre et aussi nous sommes solidaires avec ceux qui nous ont permis de célébrer cette fête en toute quiétude aujourd'hui, c'est-à-dire les FDS qui sont sur nos frontières, qui n'ont pas dormi et qui mettent beaucoup d'ardeur, de dévouement. Et autant que nous nous mettons de dévotion ici à prier pour eux et à prier pour toute la nation. Autant que nous sommes, nous devons travailler pour la cohésion, l'osmose au niveau du département pour que nous puissions contribuer aussi à la coproduction de la sécurité. C'est ce à quoi nous invitons nos populations. L'immolation du bélier par l'imam, point d'orgue de l'Aïd el-Kébir, accompli ici à la place Idi, les fidèles musulmans peuvent répéter le geste une fois chez eux. C'est le montant des divers matériels et équipements que Médecins du Monde Suisse vient de mettre à la disposition du centre d'accueil et de transit des enfants de Kandi. Le geste vient renforcer le fonctionnement de ce centre qui œuvre pour la protection des droits des enfants. On retrouve Ernest Tétégou et Bertin Adimi. Nous avons des tam-tams, au moins 21. En plus de ces tam-tams, bien d'autres matériels accompagnent l'appui de Médecins du Monde Suisse au centre d'accueil et de transit des enfants de Kandi ainsi qu'aux 3 espaces amis des enfants de la ville. Nous avons compris que le centre de transit de Kandi est un centre qui doit être vraiment fonctionnel pour que les enfants qui transitent par ici puissent vraiment retrouver la chaleur de famille. Le geste de ce jour n'est qu'une action parmi une série d'efforts passés et futurs dans le cadre du renforcement de notre partenariat avec le ministère des Affaires sociales et de la microfinance en matière de protection sociale et de lutte contre les inégalités. C'est pourquoi je souhaite vivement
que cet équipement contribue à renforcer le système local de prévention des violences et de protection des enfants. La prévention des violences et la protection des enfants, le centre d'accueil et de transit des enfants de Kandi en fait une lutte permanente. Au nom de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance et en mon nom propre, je vous adresse mes sincères remerciements pour votre attention et votre accompagnement soutenu aux côtés des couches les plus vulnérables du département de la Liborie. Nous remercions l'ONG Médecins du Monde pour ce don. Nous, les enfants en situation difficile de la Liborie, que Dieu vous comble au-delà de vos attentes. Pour ce qui nous concerne, au niveau de la préfecture de Kandi, on ne va pas se prier pour être aux côtés de ceux qui initient ou ceux qui enclenchent de si belles actions. Au carrefour entre l'action humanitaire et la santé publique, Médecins du Monde œuvre pour améliorer l'accès à la santé des plus vulnérables et pour réduire les inégalités. Son intervention à Kandi dans la Liborie comme ailleurs au Bénin en est d'ailleurs une parfaite illustration. Et puis, je vous le disais en titre, les résultats du brevet d'études du premier cycle session de juin 2022 sont tombés hier. Selon les chiffres communiqués à la presse, on note 66,46% de taux de réussite au plan national et 71,84% ici dans le littoral. C'est le directeur des examens et concours qui a annoncé les résultats. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À présent, les nouvelles du web. Cette semaine, le film américain qui parle des Amazones du Bénin a engendré une polémique. Et pendant ce temps, WhatsApp annonce de nouvelles fonctionnalités au profit des utilisateurs. Stanislas Limpon et Fawazdine Olaonipeku. Comment accueillir The Woman King, film américain retraçant l'épopée des Agodjié Amazones du Dahomey? La question a divisé les Béninois sur la toile cette semaine. Le jeune cinéaste Seydou Tosso déplore le fait que The Woman King utilise notre histoire mais n'implique aucun Béninois dans sa production. Pour lui, cette production hollywoodienne dont la bande-annonce vient d'être dévoilée doit être boycottée. Pas question, lui répond Eric Azanin, un internaute sur Facebook. Selon lui, il ne faut pas en vouloir aux producteurs américains. Le cinéma se fait avec les moyens, beaucoup de moyens. Un créateur d'œuvres de l'esprit n'a pas de frontières pour réunir les matériaux nécessaires à son ouvrage. En attendant la sortie du film, le débat continue de faire rage sur la toile. Autre nouvelle, mais qui fait moins débat cette fois-ci, c'est la fin de la délivrance des cartes nationales d'identité non biométriques. La décision réjouit plusieurs internautes qui considèrent qu'elle sonne la fin de certaines pratiques répréhensibles. Fini les tricheries pour se faire établir plusieurs cartes nationales d'identité. L'un des cartes d'identité, WhatsApp continue d'innover pour rester compétitif. Les prochains jours, il devrait être possible de masquer les traces de son passage sur l'application. La nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de se connecter discrètement à leur compte. Autre nouveauté qui arrive sur WhatsApp est la possibilité de migrer ses historiques de conversation d'un appareil Android vers un appareil iPhone. Je vous le disais à l'instant, les résultats du brevet d'études du premier cycle session de juin 2022 sont tombés hier. Selon les chiffres communiqués à la presse, on note 66,46% de taux de réussite au plan national et 71,84% ici dans le littoral. C'est le directeur des examens et concours qui a annoncé les résultats. Au total, au plan national, pour le compte de cette session du BPC de juin 2022, il se dégage un taux d'admissibilité national de 66,46%. Département premier, le Borgou, avec 74,46%. Département deuxième, le Koufo, avec 72,24%. Département troisième,
le littoral avec 71,84%. Département 4e, l'Atlantique avec 69,90%. Département 5e, le Mono avec 69,66%. Département 6e, l'Atakura avec 67,53%. Département 7e, le Zou avec 67,45%. Département 8e, l'Ouémé avec 63,08%. Département 9e, la Donga avec 61,98%. Département 10e, les Collines avec 57%. Département 11e, la Liborie avec 53,61%. Département 12e, le Plateau avec 50,48%. Au terme de cette physionomie des pourcentages de réussite d'admissibilité, on retient pour la suite ce qui suit. Dès le lundi 11 juillet 2022, à partir de 10 h, dans tous les départements seront affichés les noms des candidats admissibles. D'ores et déjà, les directeurs départementaux sont instruits au fin de prendre toutes les dispositions pratiques pour rendre les centres d'évaluation exploitables, de sorte que les candidats admissibles sont invités le mardi 12 juillet à partir de 7 h, uniquement pour ce qui concerne les candidats admissibles de série MC, dans tous les centres pour subir les épreuves orales et sportives. Et le mercredi 13 juillet 2022, le reste des candidats de série MC qui n'auront pas pu achever de subir leurs évaluations orales et sportives pourront se présenter dans les centres le mercredi 13 juillet. Et en plus de cet effectif-là, tout le groupe des candidats admissibles de série ML. Hors de nos frontières, le Japon est toujours sous le choc au lendemain de l'assassinat par balle de l'ex-premier ministre Shinzo Abe, dont le corps a été rapatrié à son domicile de Tokyo. Le peuple angolais est lui aussi attristé par la disparition de l'ex-président Eduardo dos Santos. De son côté, Anthony Blinken met en garde la Chine à propos des pressions exercées sur Taïwan. Cécile Gounadon et Stanislas Limpo. Les habitants de Luanda en deuil après la mort de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Ça et là, les populations s'en désolent, expriment leur sentiment de tristesse. José Eduardo dos Santos avait dirigé le pays pendant 38 ans. Il décède à 79 ans dans une clinique de Barcelone où il était hospitalisé. La dépouille de l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe, assassiné par balle vendredi en plein meeting politique, est arrivé ce samedi à Tokyo. En début de l'après-midi, un corbillard se dirige vers la résidence du défunt. Des images diffusées par les télévisions ont montré des dirigeants du Parti libéral-démocrate PLD de l'ancien premier ministre vêtus de noir et alignés en signe de respect. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu ce samedi dans l'île indonésienne de Bali avec son homologue chinois Wang Yi. Il l'a mis en garde à propos de Taïwan. Blinken a également demandé à son homologue chinois de prendre ses distances avec Moscou et de condamner l'agression russe contre l'Ukraine. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.